Donc, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire consacré à notre étude Shopper sur la perception de l'emballage par les consommateurs sous un angle éco-conception. Je me présente, je suis Catherine Baruc. Je suis responsable du pôle études et prospectives à la direction client et marketing de Citeo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Blaise et Pod et Fauti et je le laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Blaise Epoifoti, je suis en charge de la relation client sur le pôle non alimentaire. Donc j'ai en gestion des grands comptes du secteur non alimentaire ainsi que des organisations professionnelles rattachées. Donc merci d'être présent en cette période très particulière de confinement. Nous avons pensé que c'était l'opportunité de faire partager et repartager les résultats de cette grande étude que nous avions menée. Étude qui nous sert toujours, hein, les résultats sont toujours d'actualité. C'est pour ça que nous tenons de nouveau à faire cette séance qui va durer à peu près 45 minutes, à la suite de laquelle Blaise et moi répondrons aux questions que vous nous poserez. Donc sans plus attendre, je passe aux grands enseignements de cette étude. Alors, il s'agit d'une étude qui est complètement inédite, non pas de par son sujet, mais déjà par son ampleur, puisque nous avons mené l'enquête sur 34 catégories de produits de la grande consommation. Comme il nous fallait minimum 80 entretiens par catégorie pour que les résultats soient solides, cela nous fait au total un très très gros échantillon, puisque nous avons interrogé 2700 consommateurs. Alors, l'autre particularité aussi de cette étude, c'est que nous les avons interrogés au moment de l'achat, en rayon. Nous considérons que le consommateur a effectué son achat dès lors qu'il a déposé un article dans le caddie. Et à ce moment-là, l'enquêteur venait demander au consommateur s'il était d'accord pour participer à l'étude. Donc, au total, nous avons un échantillon représentatif de la population française. Et cette étude a été réalisée sur toute la France, dans les principaux circuits hypermarchés, supermarchés, avec la couverture des principales enseignes de distribution sur toute la France. Donc, vous voyez aussi que nous avons une dimension centre-ville, puisque nous sommes allés interroger le consommateur dans les Carrefour Market ou dans des Monoprix. Alors, en termes de méthodologie, c'est une méthodologie très classique avec une première phase exploratoire. 20 entretiens d'1h30 ont été menés. Il s'agissait de tester la place et le rôle des emballages dans leur quotidien, de savoir quels étaient les critères environnementaux qui étaient liés aux emballages, savoir s'il y avait des idées reçues, des croyances, des pensées, quels étaient les ressentis des consommateurs vis-à-vis des emballages, et il y en a vraiment beaucoup, et aussi de savoir quel langage parlait le consommateur, puisque c'est une étude qui est orientée éco-conception. Le consommateur, lui, n'emploie pas ce terme, donc il s'agissait de voir quel terme il utilisait, et en l'occurrence, il parle d'emballage respectueux de l'environnement, bon pour la planète, donc ce sont des termes que nous avons repris pour la phase quantitative qui constitue le cœur de l'étude. Donc un terrain qui a eu lieu entre avril et octobre 2018, avec des questionnaires qui sont très variables en durée, puisqu'ils durent de 15 à 25 minutes suivant les catégories. Il y avait un tronc commun et des questions qui étaient spécifiques à chaque catégorie et notamment aux enjeux d'éco-conception, ce qui explique que les durées sont très variables. Alors, vous voyez que 15 à 25 minutes dans un rayon, c'est relativement long. C'est aussi ce qui fait la richesse de cette étude. Donc, dans le tronc commun, nous avons abordé la question des critères d'un emballage qui est respectueux de l'environnement. Le consommateur a été interrogé de manière générale, mais aussi par rapport aux produits, aux emballages des produits qu'il voyait en rayon, et puis par rapport aussi à l'emballage du produit qu'il venait d'acheter. Nous avons également testé des allégations pour savoir lesquelles étaient les plus convaincantes d'un point de vue du respect de l'environnement. Et enfin, nous avons interrogé le consommateur sur sa perception des évolutions environnementales des emballages. Alors, une petite précision méthodologique complémentaire. Nous avons souhaité, dans le cadre de cette étude, privilégier un maximum les questions ouvertes pour ne pas influencer le consommateur dans ses réponses. C'est aussi ce qui fait la richesse et la force des résultats que je vais vous présenter. Sans plus attendre, les grands enseignements de l'étude. Alors, tout d'abord, quels sont les critères d'un emballage respectueux de l'environnement? Alors, lors de la phase qualitative, ce qui est intéressant aussi de partager avec vous,
c'est que nous avons analysé comment les consommateurs évaluaient les emballages d'un point de vue de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le consommateur, finalement, il fait appel à ces différents sens. Alors tout d'abord, on a un consommateur qui va se fier à ce qu'il pense connaître et à partir de là, va qualifier un emballage de respecter l'environnement ou pas. Lorsque ce n'est pas le cas, il va regarder cet emballage et là, eh bien, on a une expertise consommateur. Quand je vous disais qu'il y avait pas mal d'idées reçues, on a des consommateurs qui, rien qu'en regardant l'emballage, sont capables de s'exprimer sur le fait qu'ils respectent l'environnement ou pas. Donc déjà, première croyance et première sensation. Ensuite, ils vont toucher les emballages lorsqu'ils n'ont toujours pas la réponse. Et là, pareil, rien qu'en touchant les emballages, eh bien, on a des consommateurs qui vont vous dire que ils savent si l'emballage est recyclable ou pas. Vous voyez, quand on touche le papier, on sent que c'est du papier recyclable. Donc, pas mal d'idées reçues et finalement voilà, d'analyses très très particulières de la part du consommateur. Donc, lorsqu'ils n'ont pas de réponse en regardant ou en touchant l'emballage, ils regardent les différentes mentions écrites en essayant de les décrypter, ce qui n'est pas toujours évident pour eux. Et enfin, ils essaient également de décrypter les logos, les pictogrammes. Et là aussi, ils ont quelques soucis pour finalement comprendre leur signification et sont parfois un peu perdus. Donc, ceci dit, c'est important aussi de savoir à quoi se réfère un consommateur lorsque eh bien, il va observer un emballage. Donc, c'était important pour nous de poser la question de savoir ce qu'était pour lui l'emballage lorsqu'il en voyait un en rayon. Et ce que l'on a constaté, c'est que pour la majorité des consommateurs, l'emballage, c'est celui qui est apparent. Donc, on a un consommateur qui va se fier encore une fois à ce qu'il voit et surtout qui n'aura pas toujours conscience lorsqu'il y a du multi-emballage, qu'il y a des emballages à l'intérieur. Alors évidemment, ce résultat, il est pour l'ensemble des 34 catégories. Il y a des nuances suivant les catégories observées. Par exemple, pour la catégorie des biscuits, la proportion des consommateurs qui font attention à la fois à l'emballage intérieur et extérieur est beaucoup plus importante. Néanmoins, on est toujours sur une majorité de consommateurs pour qui l'emballage, c'est vraiment celui qui voit. Donc la perception qui va être décrite dans la présentation suivante, c'est bien essentiellement la perception de ce que le consommateur voit. Alors, concernant finalement la question centrale de l'étude, qu'est-ce qu'un emballage qui respecte le mieux l'environnement? Et là, je rappelle que c'est une question qui était complètement ouverte. Donc, les réponses que vous allez voir sont les réponses qui sont citées de manière spontanée par le consommateur. Eh bien, le premier atout environnemental de l'emballage pour lui, c'est un emballage recyclable. Vous avez 2/3 des consommateurs qui spontanément vont vous parler de recyclabilité lorsqu'ils évoquent le respect de l'environnement. En second, c'est l'emballage biodégradable, mais voyez dans des proportions qui sont 2 fois moindres. Puis le consommateur va évoquer les matériaux avec l'emballage en papier carton et l'emballage en verre. Puis on a un consommateur qui va aussi évoquer le fait d'avoir moins d'emballage. Alors peu d'emballage pour 13% des consommateurs, pas de suremballage pour 9% des consommateurs. Donc, ce sont des résultats qui sont intéressants. Donc, maintenant, on va un peu décortiquer justement ces différents résultats. On va regarder aussi si, lorsque le consommateur nous parle de recyclabilité, il appréhende bien cette notion. On a mené dans l'intervalle une étude sur le même sujet, mais dans le luxe. Et donc, ce qui est quand même intéressant de voir, parce que cette étude est plus récente, elle a moins d'un an, c'est que le critère de recyclabilité, eh bien, reste le critère numéro 1 également dans d'autres univers comme celui du luxe. Donc, pas de changement. Un an après, on est toujours sur ce premier critère cité par les consommateurs, même si, bien entendu, l'univers est complètement différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si notre consommateur appréhende bien la notion de recyclabilité. Et ce que vous pouvez voir au travers des verbatims qui s'affichent, c'est qu'il a bien une notion de seconde vie lorsqu'il évoque la recyclabilité d'un emballage. Recyclable, on va en faire des pulls en polaire pour les bouteilles plastiques. Ça veut dire que les vieux papiers comme le verre réunis les uns aux autres renaissent. Ça veut dire qu'on peut les recycler. Recyclable, c'est la transformation. On peut refaire quelque chose. Donc, on peut dire quand même qu'on a un consommateur qui appréhende plutôt bien la notion de recyclabilité. Alors, cette notion-là,
C'est le critère numéro 1 pour lui. Et c'est aussi, vous allez voir, celui qu'il souhaite voir apposé sur les emballages. Donc, on a testé un certain nombre d'allégations environnementales. Donc, on a beaucoup trié par rapport à la phase qualitative parce qu'il y avait un certain nombre d'allégations qui n'étaient pas nécessaires de tester puisqu'elles n'étaient pas du tout comprises par le consommateur. Donc, on a demandé au consommateur quelles étaient les allégations qui voulaient dire pour lui, quelles étaient les mentions qui voulaient dire que l'emballage était respectueux de l'environnement ou pas. Et vous voyez, le consommateur nous a cité la recyclabilité comme premier atout environnemental. C'est aussi les mentions liées à la recyclabilité qui sont plébiscitées par lui sur les emballages comme signe de respect de l'environnement. Donc évidemment, le 100% recyclable, attention à cette mention, il ne faut apposer cette mention-là que si l'emballage est complètement recyclable. Alors depuis, côté Citeo, nous sommes en train de mener des investigations complémentaires sur la partie allégation pour justement compléter cette vision que nous avons eue avec l'étude Chopper. Alors, autre résultat qui est intéressant, mais qui n'est plus vraiment d'actualité par contre, ce sont les mentions liées à la biodégradabilité. Elles sont plébiscitées par le consommateur. Donc, côté Citeo, nous avions vraiment déconseillé d'utiliser cette mention. Il se trouve que depuis, la loi est passée et donc il est interdit d'apposer cette mention. Mais en effet, c'était assez dangereux car le consommateur, derrière le côté biodégradable, prêter quelques effets magiques. Ça y est, on avait trouvé la solution, donc un emballage qui peut se décomposer et se dégrader dans la nature. Donc c'était une mention qui pouvait être très risquée d'utiliser parce qu'elle pouvait vraiment entraîner des incivilités de la part des consommateurs qui pouvaient avoir trouvé là la formule magique et éventuellement laisser les emballages dans la nature. Alors, élément intéressant aussi, c'est la mention emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale. Donc, vous voyez qu'il y a une grande majorité des consommateurs qui estiment que lorsqu'elle est apposée sur l'emballage, ça veut dire qu'il respecte l'environnement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'emballage d'origine biosourcée, qui est aussi un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale, eh bien, cette mention-là n'est plébiscitée que par 47% des consommateurs. En fait, il s'agit d'une question de sémantique. C'est tout simplement parce qu'on avait quand même creusé dans le cadre de cette étude. C'est tout simplement que le consommateur ne comprend pas en fait cette mention. On l'a testé notamment avec les bouteilles d'eau et vous voyez les différentes réflexions des consommateurs à ce sujet. Ça veut dire quoi biosourcé? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît positif. Ça veut dire que le plastique est bio. Je ne savais pas que l'eau pouvait être bio. Si les autres eaux ne sont pas bio, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que ça vient de source? Donc, vous voyez, on a un consommateur qui ne maîtrise pas du tout cette notion biosourcée. Et il vaut mieux lui parler dans ce cas avec des termes qu'il connaît. Depuis, côté Citeo, on mène d'autres travaux et on voit que le consommateur est toujours perdu dès lors qu'il s'agit de cette mention biosourcée. Il a vraiment du mal. Il faut faire vraiment beaucoup de pédagogie pour qu'il la comprenne. Autre élément intéressant, puisqu'on a un consommateur, vous l'avez vu, parmi les critères environnementaux qui citent le papier carton, et bien pour autant, la certification qui signifie que les forêts sont gérées durablement, elle n'est pas non plus comprise par le consommateur. Il y a un tiers des consommateurs qui estiment que c'est une mention qui veut dire que l'emballage est respectueux de l'environnement. Donc là aussi, problème de connaissance de la part du consommateur qui, au final, lorsqu'on regarde et lorsqu'on décortique un peu toutes ces notions, en maîtrise seulement un petit nombre. Donc au passage, on a aussi testé la mention bio, qui n'est pas une mention, une allégation environnementale. Simplement, pour le consommateur, c'est souvent un couple produit-emballage. Et pour lui, un produit bio, il a du mal à concevoir qu'un produit bio n'est pas dans un emballage qui soit respectueux de l'environnement. C'est aussi pour ça qu'on avait testé cette mention ici. Autre enseignement intéressant, c'est la mention fait à partir de matériaux recyclés. Donc, vous savez qu'il y a de plus en plus d'objectifs réglementaires qui sont fixés à ce sujet-là. Eh bien, c'est une mention qui est perçue positivement par le consommateur. Simplement, lui se pose pas mal de questions. Et notamment, il se demande si des emballages avec des matériaux recyclés sont encore recyclables. Donc parfois, d'ailleurs, il confond le recyclable et le recyclé, mais pour lui, c'est pas toujours une notion très claire. Et de ce fait-là, elle n'est pas évoquée vraiment spontanément par lui,
puisque, vous voyez, c'est le 8e critère. Il y a 7% des consommateurs sur les 34 catégories étudiées qui ont évoqué cette mention. Il y a une catégorie pour laquelle elle est particulièrement importante, cependant, c'est la catégorie des eaux. Il y a un tiers des consommateurs qui évoquent l'intégration de matériaux recyclés comme critère environnemental et c'est le 3e critère pour cette catégorie-là. Donc, c'est aussi le fait qu'il y a eu pas mal de communication sur l'intégration de matériaux recyclés dans cette catégorie. Donc, ceci expliquant cela, ça sera intéressant de voir quelle est l'évolution de la perception du consommateur vis-à-vis des matériaux recyclés dans les mois qui vont venir, puisqu'il y a des objectifs et que c'est en train de monter vraiment en puissance à l'heure actuelle. Donc, perception positive, mais pas spontanée. Alors, un focus sur les matériaux maintenant. Vous avez vu qu'on cite le papier carton, on va citer le verre. Eh bien, c'est notamment pour des propriétés liées à la recyclabilité. Hein. Ce sont des matériaux qui sont très très bien perçus par les consommateurs. Le carton, bien sûr, c'est recyclable, avec pour le verre une qualité supplémentaire qui est celle de la préservation du goût qui est citée. Et voyez, il n'est pas question de plastique, il n'est pas question de métal dans cette hiérarchie des critères. Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, il y a des perceptions qui sont contrastées pour ces matériaux. Alors, sans trop de surprise hein, sur la partie plastique, et notamment en termes de recyclabilité, on a vraiment des perceptions qui sont très très différentes. Il y a des consommateurs qui pensent que tous les plastiques sont recyclables, il y a des consommateurs qui pensent que aucun plastique n'est recyclable. Il y a certains consommateurs qui disent oui, il y en a une partie, mais pas l'autre. Et puis, il y en a d'autres qui n'osent pas se prononcer. Alors, pour ceux qui évoquent le fait que certains plastiques sont recyclables, mais pas tous, là aussi, il y a un certain nombre de croyances. Le consommateur pense que très souvent que plus l'emballage est fin et souple, mieux il est recyclable, ce qui fait que ça va plutôt à l'encontre des réalités industrielles actuelles. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de croyances et une méconnaissance des différents process de recyclage de la part du consommateur. Pour le métal, c'est probablement plus étonnant parce que depuis l'origine, on met tous les emballages en métal dans les bacs de tri. Eh bien, on a exactement le même type de perception. Vous voyez, pour le métal, l'aluminium, il y a pour certains consommateurs, ça se recycle. Par contre, pour d'autres, l'aluminium, ça ne se recycle pas. Des consommateurs qui vous disent, j'aurais tendance à dire que c'est pas bon, c'est du fer. Donc, vraiment des opinions qui sont très, très divisées en ce qui concerne le plastique et le métal. Bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, il y avait vraiment du plastique bashing. Donc, concernant les plastiques, les résultats n'étaient pas très, très étonnants. Pour le métal, on peut peut-être être un petit peu plus interpellé par les résultats. Alors, pour aller plus loin justement sur ces perceptions très différentes entre les matériaux, eh bien, nous allons regarder les réponses à la question que nous avons posée lorsque eh bien, on avait un consommateur qui avait déposé son produit dans son caddie. On lui a demandé s'il estimait que l'emballage de ce produit respectait l'environnement. Donc, je vous rappelle, 2700 consommateurs interrogés, ça veut dire que les résultats ici concernent les 2700 produits, emballages de produits mis dans le caddie. Et donc là, on a des résultats qui sont très partagés. Une grosse moitié estime que les emballages respectent l'environnement, et puis une grosse moitié estime que ces emballages ne les respectent pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les consommateurs estiment que les emballages respectent l'environnement. Donc là, on retrouve notre critère de recyclabilité. Alors, ils vous disent que c'est parce qu'il y a une mention recyclable. Là, je mets un petit bémol à cette réponse-là. Si vous regardez les emballages, la mention recyclable ne se trouve pas du tout sur tous les emballages. Elle est assez peu, elle n'est pas très répandue. Par contre, il y a beaucoup de confusion de la part du consommateur, hein, et on le sait d'autant mieux côté Citeo. Par exemple, le point vert, pour beaucoup de consommateurs, peut signifier que c'est recyclable. Donc, il y a une confusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le critère de recyclabilité qui est mis en avant. Et puis ensuite, on retrouve notre matériau papier-carton.
concernant les consommateurs qui estiment que l'emballage du produit acheté ne respecte pas l'environnement, eh bien là, le résultat est assez sans appel, hein. C'est en raison de l'emploi du matériau plastique. Alors, on va voir au travers de quelques exemples dans les différentes catégories étudiées ces différences de perception des matériaux. Donc ici, nous sommes dans la bière. Vous voyez que la perception de la bouteille est nettement meilleure que celle de la canette. Là, on retrouve justement notre image métal qui est plus négative que pour le verre, alors que ces deux emballages finalement sont recyclables. Là, nous retrouvons aussi la perception assez négative, que ce soit le métal ou que ce soit les plastiques, puisque nous sommes dans l'alimentation pour animaux. Donc, vous voyez un résultat qui, globalement, lorsqu'on demande si l'emballage respecte mieux l'environnement, n'est pas exceptionnel, puisqu'on est en dessous de la moyenne, avec un petit avantage pour la conserve. Mais là, c'est pareil, on voit bien la perception assez négative du métal et du plastique. Alors ici, nous sommes dans la catégorie des fromages et là, nous avons testé différents types d'emballage, depuis l'emballage en bois jusqu'à l'emballage tout plastique. Et là, vous voyez qu'il y a une hiérarchie naturelle qui s'établit depuis l'emballage en bois et tout carton jusqu'à l'emballage, le sachet de fromage râpé en plastique qui, lui, recueille des perceptions vraiment négatives de la part des consommateurs. Autre univers, celui du beurre. Pareil, vous voyez que là, il y a des très grosses différences entre le beurre dans un emballage type papier et le beurre dans un beurrier en plastique, avec des résultats très très faibles concernant l'emballage plastique. Pour la catégorie du lait, eh bien là, on a une perception très positive de la brique, qui est perçue comme tout carton par le consommateur, versus les bouteilles en plastique. Alors, bouteilles mates ou bouteilles brillantes, puisqu'il y a deux types de résines qui peuvent être employées. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on peut dire de ce résultat-là, c'est que dans nos études passées chez Citeo, on a testé la connaissance de la consigne de tri, par exemple pour les bouteilles de lait. On a une grande majorité qui sait ce qu'il doit faire des bouteilles, et donc il doit les mettre dans les bacs de tri. Et pour autant, on a cette perception négative de la bouteille. Donc ça va bien au-delà des questions de recyclabilité. Pareil, du côté des jus de fruits, on a le même type de résultat entre la brique et les bouteilles, avec un avantage entre les deux bouteilles pour la bouteille est transparente. On a vu aussi dans le cadre de la phase qualitative le fait que les consommateurs avançaient la notion de naturalité lorsqu'il y avait des emballages transparents. Le transparent est assez publicité dans les shampoings, les gels douche et les lessives pour ces questions-là. Là, nous sommes dans le chocolat, vous voyez, pareil, le même type de résultat entre l'emballage plastique et puis l'emballage papier. Vraiment des grosses différences de perception. Et nous passons aux enjeux du suremballage. Alors, le suremballage, vous voyez qu'on n'est pas sur des pourcentages qui sont extrêmement élevés. On a, en termes de critères, on est sur les 5e et 6e critères, le critère de peu d'emballage. Cependant, c'est un signal que nous donne le consommateur au niveau de cette étude. Parce que dès lors qu'on creuse et que l'on regarde les catégorie par catégorie, il y a des différences, il y a des catégories pour lesquelles eh bien, cet enjeu est plus important. Donc sans trop de surprise, ce sont des catégories où il y a du multi-emballage, comme la catégorie des fromages, où le fait d'avoir peu d'emballage, c'est le 3e critère environnemental, ou celui des madeleines et biscuits, où c'est également le 3e critère cité par un consommateur sur 5. Alors, c'est un critère qui a été émergent en 2018, qui prend de l'importance. Je vous citais tout à l'heure un résultat sur le luxe, bien que nous soyons toujours dans cet univers très différent. Vous avez vu que la recyclabilité, c'était le premier critère aussi dans l'univers du luxe. Par contre, on a une montée en puissance de cet enjeu d'avoir moins d'emballage, puisque dans le luxe, on obtient des pourcentages qui sont beaucoup plus élevés, avec 44%. Je rappelle que cette étude a été réalisée un an plus tard. Alors, l'enjeu du suremballage,
nous avons des exemples qui sont assez emblématiques. Et le premier, c'est l'exemple du pack de yaourt sans cavalier carton, vous voyez, qui est plébiscité par rapport au pack de yaourt avec cavalier carton, bien que vous l'avez vu, le carton à la faveur des consommateurs. Pour autant, ils n'apprécient pas forcément d'avoir plusieurs emballages. Alors, je vous le dis aussi parce que là, vous n'avez pas tous les résultats, mais on a creusé ces questions. C'est-à-dire que lorsque le consommateur nous disait que oui, cet emballage respecte l'environnement, eh bien, on lui demandait pourquoi. Et dans les réponses, on a bien vu que c'était l'absence de cavalier carton. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez ici deux résultats qui sont intéressants. Déjà, il y a 90% des consommateurs qui avaient remarqué la disparition des cartonnettes. Mais aussi, vous avez la quasi-totalité, vous avez 9 consommateurs sur 10 qui estiment que cette absence de carton, de cavalier, permet de mieux respecter l'environnement. Ce qui est intéressant dans les études, c'est aussi de regarder les résultats extrêmes. Donc, vous voyez, vous avez un consommateur sur deux qui est très catégorique en vous disant oui, oui, tout à fait. Donc, on voit aussi au travers de ces différentes réponses que c'est un enjeu qui devient de plus en plus fort côté consommateur. Autre exemple, les madeleines. Donc, ça, c'est la problématique des biscuits en portion version individuelle versus en vrac. Donc, les madeleines en vrac, donc, vous voyez qu'on a un consommateur qui va plébisciter le vrac sans avoir des résultats toutefois très élevés, mais là, tout simplement parce qu'on est aussi sur un emballage plastique. Donc, vous voyez, ils préfèrent le vrac d'un point de vue de l'environnement, hein, je dis bien, parce qu'après, en termes de consommation, on voit que les pratiques sont différentes, mais par rapport aux sachets individuels. Alors, on va passer un peu dans le non alimentaire. Et là, vous voyez que c'est un des résultats aussi qui, parmi les plus frappants. On a testé la perception des emballages, parce que ça reste un emballage d'ailleurs, même le maquillage nu, entre guillemets, versus les emballages en coque blister ou double blister. Vous voyez que là aussi, il n'y a pas photo. On est vraiment sur des résultats très, très, très contrastés en faveur du maquillage nu. Pour poursuivre avec l'hygiène beauté, on a testé la perception aussi des emballages de crème, de tubes de crème, donc un tube sans sa boîte et un tube avec la boîte. Donc vous voyez là aussi qu'on a la faveur des consommateurs pour avoir des emballages sans boîte. Cependant, et notamment dans cette catégorie-là, il faut prêter attention aussi à certaines inquiétudes du consommateur parce que lui, il va vous dire que le tube sans boîte respecte l'environnement. Simplement, ils ne sont plus qu'un sur deux à dire qu'il l'achèterait probablement. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a des craintes au niveau de l'hygiène et de la protection du produit. Ce sont des critères qui sont fondamentaux pour le consommateur et notamment dans cette catégorie-là. Donc, lorsque on décide de supprimer un emballage, cela veut dire aussi qu'il faut vraiment rassurer le consommateur sur le fait que ce produit est bien protégé et qu'il n'y a aucun problème côté hygiène. Sachant que, voyez, avec le résultat qui s'affiche ici, ce n'est pas une question de qualité, on n'est pas sur des doutes lorsqu'on produit en tube nu versus tube plus boîte. Donc c'est vraiment une question d'hygiène et de protection du produit. Pour finir, un résultat qui est intéressant aussi, que je souhaitais partager avec vous. Donc là, nous sommes dans les produits apéritifs et nous avons testé la perception d'un sachet de biscuits versus la boîte carton. Alors, boîte carton qui a la préférence du consommateur versus le sachet. Voyez aussi que ce n'est pas dans des proportions non plus très 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 élevées parce que compte tenu de la perception positive du carton, on devrait être plutôt sur du 80-90%. Donc c'est tout simplement aussi parce qu'on a des consommateurs qui savent qu'à l'intérieur il y a un autre emballage et lorsqu'on a ouvert l'intérieur du paquet, voyez qu'on a une inversion de la hiérarchie entre la boîte carton et le sachet. Malgré, encore une fois, la préférence des consommateurs pour le carton, ils ne souhaitent pas avoir une multiplication des emballages. Et donc, là aussi, c'est un signal que nous envoie le consommateur. Alors, un petit focus sur l'importance des marques
Et là, je démarre avec une question. Est-ce que la marque est un critère environnemental? Donc, lorsqu'on a demandé aux consommateurs si un emballage quels étaient les critères de l'emballage, quels étaient les critères de l'emballage qui respectaient le mieux l'environnement, donc vous vous souvenez, on n'a pas vu passer ce critère-là, l'emballage d'une marque de qualité, d'un produit de qualité. En fait, il y a 2% des consommateurs qui se sont exprimés spontanément sur le sujet. Lorsqu'on a aussi demandé aux consommateurs si l'emballage du produit respectait l'environnement, il y en a 9% qui nous ont répondu que c'était parce que la marque est une bonne marque et le produit est de bonne qualité. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ben non, finalement, la marque n'est pas un critère environnemental. Eh bien, si, dès lors que c'est comme pour les notions de suremballage ou d'enjeu d'avoir moins d'emballage, lorsque l'on regarde le détail pour certaines catégories, la marque joue un rôle important, puisque là, vous voyez, nous sommes dans le secteur frais non laitier. Nous avons un quart des consommateurs qui estimaient que leur emballage respectait l'environnement, qui ont dit que c'était en raison du fait que la marque était une bonne marque, un produit de bonne qualité. Donc en fait, il y a une attente, c'est un signal faible dans le cadre de cette étude-là, mais il y a une véritable attente du consommateur vis-à-vis des marques, et notamment lorsqu'elles aiment bien les marques, elles comptent sur les entreprises finalement pour faire le job et pour prendre en compte la dimension environnementale. Donc là, ce sont des signaux qu'il faut entendre. Concernant le secteur frais non laitier, c'était particulièrement le cas d'ailleurs sur la charcuterie. Et là, je vais vous montrer aussi un résultat issu de notre étude Luxe, puisque c'est une étude qui a eu lieu un an plus tard sur un autre sujet. On a été un petit peu plus direct dans les questions. Et donc, on a demandé aux consommateurs, finalement, à qui c'était d'agir pour réduire le niveau des emballages. Et là, vous voyez que la réponse, elle est assez claire. C'est vraiment aux entreprises d'agir et de prendre des initiatives en faveur du respect de l'environnement. Donc, certes, nous ne sommes pas dans le même univers, mais toujours est-il que ça, ce sont des signaux que l'on voit, et je suppose que les entreprises aussi les voient de plus en plus passer. Et notamment, il y a un verbatim qui est très intéressant, qui est issu de cette étude que je voulais aussi partager avec vous, parce qu'il est assez représentatif. Donc là, c'est une personne de moins de 35 ans qui nous a dit cela. Donc l'écologie, c'est vraiment hyper important, on l'a tous en tête tout le temps, mais quand on a envie d'acheter quelque chose, on n'a pas envie d'y penser. C'est une charge mentale et pour supprimer cette charge mentale, il faudrait que ce soit au fabricant d'y penser. Donc cela veut dire que le consommateur, il est attentif à l'environnement, vous avez vu qu'il a des attentes environnementales, mais par contre, il aimerait bien que ce soit vous qui répondiez à ces attentes. Donc, pour poursuivre sur des questions complémentaires en éco-conception, on avait demandé aussi au consommateur si l'emballage du produit qu'il venait d'acheter, en fait, lui plaisait. Et donc là, on a plutôt un emballage qui plaît au consommateur, hein, puisqu'il y a 91% de réponses positives. Alors, dans l'alimentation bébé, c'est extrêmement fort côté tout à fait, puisqu'il y a 7 consommateurs sur 10 qui ont dit que l'emballage plaisait tout à fait. Mais cette réponse-là n'est intéressante que si on met en face en fait les attentes des consommateurs vis-à-vis des emballages. Et voyez que la première attente des consommateurs, elle porte sur la fonctionnalité de l'emballage. On a des consommateurs qui veulent des emballages qui soient faciles à ouvrir, à hauteur de 34%, simple à utiliser. Bien entendu, il y a des propriétés de conservation. Donc on l'a vu également, là c'est une réponse en parfait miroir de ce qu'on a vu dans le cadre de la phase qualitative. On a un consommateur qui demande avant tout de pouvoir utiliser correctement son produit, de pouvoir ouvrir et refermer son emballage sans difficulté. On sait aussi qu'il y a des enjeux avec le vieillissement de la population. Donc ça, c'est le premier critère. Et vous voyez que les critères de fonctionnalité priment sur les critères environnementaux, mais tout simplement, je vous renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les consommateurs attendent aussi que ce soit les entreprises qui fassent le travail et que de toute façon, dans les premiers critères, on peut se mettre à la place du consommateur, les premiers critères qu'il va demander lorsqu'il achète un produit emballé, c'est de pouvoir utiliser son produit, c'est d'avoir
une fonctionnalité de la part de l'emballage. Et donc, dès lors que l'on fait des actions d'éco-conception, il faut que cet emballage préserve les fonctionnalités, voire les augmente les fonctionnalités pour plaire aux consommateurs, parce que c'est sa première demande. Alors, on a un exemple qui est un peu type, qui, en fait, le combo gagnant qui se trouve dans le non alimentaire, c'est l'exemple des déodorants. Alors, je pense que vous avez tous vu que dans les rayons émergent des déodorants compressés. Ils ont un petit bandeau vert, d'ailleurs, marqué compressé. Et lorsqu'on a interrogé les consommateurs sur les acheteurs finalement de déodorants compressés, ils sont tous d'accord pour dire que, ils ont acheté ce déodorant pour deux raisons. À la fois, c'est petit, c'est pratique, on peut le mettre dans le sac, on aime bien cette petite taille, et en plus, alors souvent ils le disent comme ça, ils disent et en plus, c'est mieux pour l'environnement, ça produit moins de déchets, c'est plus petit, donc c'est plus écologique. Donc vraiment, on voit que cet exemple-là allie la fonctionnalité, elle est préservée, elle est même augmentée puisque le caractère pratique est augmenté en tout cas d'un point de vue du consommateur et allie cela avec les propriétés environnementales. Alors par contre, ce qui est intéressant aussi de voir quand même, c'est le troisième critère, c'est-à-dire qu'on a 2/3 des consommateurs qui aussi disent que c'est bien parce qu'il contient autant de produits qu'un grand format. Et pour tout vous dire, j'ai rencontré sur le salon All for Pack, à l'époque où on sortait l'étude, une consommatrice, mais qui était aussi dans l'industrie d'emballage, qui disait avoir testé en fait les deux déodorants pour voir si le grand contenait autant de produits que le petit. Donc on veut des emballages qui soient éco-conçus, mais qui soient fonctionnels et surtout qui gardent la même quantité de produits lorsqu'il s'agit de compression. Et voyez, on a quand même testé la perception environnementale d'un petit déodorant non compressé versus un déodorant compressé. Donc, vous voyez que là, il y a une différence. Donc, le consommateur est quand même bien conscient de l'action qui a été faite lorsqu'on a un déodorant compressé versus un déodorant qui est juste petit. Alors, pour finir sur les grands résultats de cette étude, on a interrogé les consommateurs sur les évolutions environnementales des emballages. C'est important de savoir si pour nous, ils en avaient remarqué. Alors déjà, on n'a que peu de consommateurs qui ont changé des habitudes d'achat suite à l'arrivée d'un nouvel emballage. Bon, sans trop de surprise, il y en a très très peu, mais il y en a quand même un peu plus dans les déodorants. Et puis, le résultat du dessous est assez, peut-être un petit peu, est assez décevant. Il y a qu'une très faible part de consommateurs qui ont le sentiment que les emballages ont évolué pour prendre en considération les problèmes liés à l'environnement. 15%, c'est faible, sachant que ceux qui sont très catégoriques sur le sujet ne sont plus que 2%. Ce qui m'amène à vous montrer le résultat suivant, qui est la prise en compte environnementale selon le consommateur des emballages des 34 catégories. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de ce graphique-là? Eh bien, plusieurs choses. Donc, vous voyez en tête, nous retrouvons les lessives et nous retrouvons les déodorants. Alors, pourquoi? C'est notamment parce parce que ce sont des produits dont les emballages deviennent aussi des standards de marché. C'est-à-dire que les déodorants, vous constaterez qu'il y a beaucoup moins de déodorants compressés de grands déodorants que de déodorants compressés. Ils sont quand même en train de disparaître par rapport aux petits. Pour les lessives, il y a eu aussi beaucoup d'actions, des produits concentrés, des dosettes hydrosolubles, donc, sachant qu'on a un consommateur qui n'est pas expert, qui ne va pas faire d'ACV pour savoir quelles sont les actions qui préservent le mieux l'environnement. Mais voilà, ce sont quand même, pour les lessives notamment et les déodorants, ce sont des emballages qui sont devenus des standards de marché. Donc ça, c'est le premier résultat. Et puis pour les déodorants, et ça c'est important pour les entreprises qui m'écoutent, eh bien c'est aussi le fait il y a eu une grosse communication sur le sujet. Donc on a informé le consommateur des actions qui étaient engagées. Et ça, c'est très important pour les entreprises parce que ce que je disais, c'est qu'on a un consommateur qui n'est pas du tout expert, vous l'avez vu.
Donc, il a déjà du mal à s'y repérer dans les notions environnementales. Et donc, si vous ne lui dites pas ce que vous faites, si les entreprises ne disent pas ce qu'elles font, eh bien, on a un consommateur qui risque de passer à côté. Je pense que dans ces 34 catégories, il n'y en a quasiment aucune qui n'ait pas fait d'efforts d'éco-conception des emballages. Mais simplement, vous voyez, il y en a qui arrivent même à zéro, alors qu'il y a des actions dans toutes ces catégories-là. Simplement, il faut le dire au consommateur, lui de lui-même ne va pas le constater. On a un résultat qui est très significatif aussi. Regardez la catégorie des eaux. Les eaux, elles ont perdu 40%, les bouteilles d'eau ont perdu 40% de leur poids au cours de ces 20 dernières années. Et vous voyez, il y a 13% des consommateurs qui estiment que les emballages ont évolué pour prendre en compte l'environnement. Donc, il y a cette grosse méconnaissance de sa part. Donc, il faut vraiment le dire au consommateur avant même que ces emballages deviennent des standards de marché, parce que lui ne le verra pas. Et vous voyez qu'il y a des attentes des consommateurs vis-à-vis des entreprises et que on a un consommateur qui compte quand même sur ces entreprises pour faire des actions environnementales. Donc, pour conclure sur cette présentation qui reste synthétique parce qu'on a vraiment beaucoup de résultats sur les différentes catégories. Donc, j'espère que vous avez, voilà, on vous en a donné l'essentiel. Eh bien, ce sont des études qui sont faites aussi pour éclairer les entreprises en matière d'éco-conception et de communication. Et donc, il y a un certain nombre de règles d'or. Donc, sachant que le consommateur n'a pas toujours raison dans ce qu'il exprime, bien évidemment. Donc, il faut toujours faire un tri. Mais voilà, c'est aussi pour nous l'occasion de rappeler quelques règles d'or en matière d'éco-conception et de communication. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut, lorsqu'il y a de l'éco-conception, vraiment veiller à préserver les fonctionnalités, sinon il risque d'y avoir un désamour de la part du consommateur vis-à-vis de l'emballage et au final du produit. Bien évidemment, c'est une demande qui est de plus en plus forte avec la prise de conscience environnementale qui s'accélère vraiment à l'heure actuelle, c'est d'alléger les emballages, de travailler aussi sur la recyclabilité. Donc ça, il faut faire attention aussi aux étiquettes, aux bouchons. Il faut privilégier aussi des emballages en monomatériaux. Et il faut choisir le matériau. Donc ce n'est pas à Citeo à vous dire quel matériau il faut choisir. Il faut tenir compte de tous les impacts environnementaux. Il faut tenir compte de la politique RSE. Il faut aussi tenir compte des propriétés de chaque matériau par rapport aux objectifs fixés. Et à ce moment-là, faire tous ces bilans-là pour choisir les matériaux. Favoriser également l'intégration de matières premières recyclées. Elle devient même, elle s'impose même maintenant. Et puis côté communication, il faut vraiment parler au consommateur dans des termes qui soient compréhensibles pour lui. On a vu qu'il y avait des problèmes de sémantique avec le biosourcé, tous les nouveaux mots. On n'est pas non plus cette enquête n'a pas été faite dans des biocoop ou des Naturalia, mais donc des consommateurs qui sont peut-être un peu moins avertis, mais toujours est-il qu'il faut vraiment lui parler dans des termes très clairs, ne pas multiplier les messages sur l'emballage, en choisir un, deux, parce que lui, il sera perdu. Par contre, profiter de tout ce qui est off-pack aussi, il faut profiter pour informer le consommateur. Et bien évidemment, il faut communiquer sur les actions d'éco-conception, parce qu'on a un consommateur qui passe souvent à côté. Et si l'emballage est recyclable, eh bien, profitez-en, il faut le dire. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour les principaux enseignements de l'étude. Juste quand même, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en tout début qu'il faut bien inscrire vos noms et vos prénoms pour avoir les supports de présentation de ce webinaire. C'est important. Voilà. Et bien, j'ai vu que Blaise répondait aux questions posées pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas. Il nous reste 15 minutes et donc on peut continuer à répondre à vos questions. Alors, bien évidemment, vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bon, je me permets puisque personne ne pose de questions. Valérie Mérandet du Centre technique des fruits et légumes.
je m'interrogeais sur pendant le déroulé de votre présentation, et je vous remercie déjà de cette présentation, parce que c'était clair et très intéressant. Et je m'interrogeais justement sur le fait si dans votre panel de produits, donc si j'ai bien compris, parce que j'ai pris en cours de route, il y avait 34 catégories de produits. Oui. Est-ce qu'il y en avait certains qui concernaient les emballages de fruits et légumes? Est-ce que vous aviez ce genre de produit dans votre panel, dans votre... Pas cru. Par contre, on avait des emballages de compote, mais pas en fruits et légumes libre-service. Non, on n'a pas mené l'enquête. En D'accord. fait, il a fallu faire malheureusement des choix douloureux parce que je peux vous dire que même chez Citeo en interne, on a été obligé de faire une petite grille parce que voilà, on pouvait pas traiter l'ensemble des catégories. D'accord. Mais donc désolé, on a des éléments sur les compotes, mais pas sur les fruits et légumes. Très bien, merci. Catherine, j'ai une Est-ce qu'il y a... question Oui, auquel tout j'ai à pas, fait. Blaise Citéo, auquel j'ai pas pu Oui. répondre. Voir si tu pouvais répondre. J'avais Adrien Lacroix qui s'interrogeait de savoir si on pouvait mettre face à ces résultats la réalité pour voir si la perception du consommateur est juste, sur quel produit il est nécessaire de faire plus de pédagogie ou de communication auprès des consommateurs, et de voir de ton côté, est-ce qu'il est prévu de faire ce type d'études à terme ou est-ce qu'on a déjà réalisé? Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Il serait intéressant de mettre en face ces Oui, résultats oui, oui. pour voir si la perception du consommateur, elle est juste et sur quel produit il est nécessaire de faire plus de pédagogie ou de communication. Alors non, on n'a pas mené ce type d'étude, mais c'est intéressant. Effectivement, donc je comprends de la question que c'est d'analyser un peu voilà, voir s'il y a des différences entre produits et si on a, lorsqu'on teste. Alors, Entre perception et réalité. oui. Alors cependant, quand même, dans la phase qualitative, on a vu qu'il y avait des différences, sachant que voilà, on a Alors, ça dépend de quelle réalité on parle aussi. Ça veut dire parce que des qualités environnementales, la perception environnementale, c'est très large. Ça va des questions de recyclabilité. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tout le cycle de vie de l'emballage sur le recyclabilité. Mais on voit qu'il y a des consommateurs, on l'a que sur quelques catégories. On a des consommateurs qui ont des perceptions totalement erronées. Alors, c'était pas l'objectif principal de l'étude, mais par rapport à la recyclabilité, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de consommateurs qui étaient déconnectés. Mais on n'a pas mis en face. C'était vraiment dans le cadre de la phase qualitative qu'on l'a constaté. Et donc, on n'a pas de résultats statistiques vraiment à sortir sur le sujet. Mais c'est intéressant. Donc, je note. On a encore quelques questions sur le chat auxquelles j'ai pas répondu, dont une de Oui. Romain Dartnel, je ne sais pas s'il est là. Qui devra s'occuper de cette communication sur les emballages, les metteurs sur le marché, et où nous avions une époque, Monsieur Environnement, qu'en est-il de demain? Effectivement, sur toutes les notions de communication, aujourd'hui, nous, on n'a pas pour vocation à communiquer pour la marque. On peut par ailleurs travailler avec les marques pour développer des plans de communication et les aider justement à avoir une communication qui soit non pas du greenwashing, mais qui soit vraiment sur la réalité. Alors, je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Et ensuite, j'ai une autre question pour le plastique. On parle de monomatérialité. Or, il semble que les briques soient vues positivement malgré le fait qu'elles soient composites. Alors effectivement, sur la partie briques, là on est plutôt sur des enjeux de recyclabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez un flux qui permet de recycler les briques, malgré le fait qu'elles soient en monocomposite, ce qui permet de parler de recyclabilité. Il faut en fait en rajouter aujourd'hui, c'est que la notion de recyclabilité aujourd'hui en France, elle concerne à partir du moment où votre emballage est collecté, trié et recyclé à l'échelle du territoire national. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que la brique est recyclable. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Blaise, tu as d'autres questions?
Voilà une dernière question qui nous dit, dans l'un de vos premiers diagrammes, vous avez mesuré l'impact et il me semble que l'étiquetage des consignes de tri et la réponse était de 60. Est-ce que vous pourriez réexpliquer comment comprendre ce chiffre? Question Alors, de en fait, J Petit. oui, oui, sur l'infoterie, oui, alors tout à fait. Je vais repartir, si je peux, sur le graphique en question. Voilà. Alors, en fait, l'infoterie, il y a. Alors, nous les 60%, alors ça varie suivant les catégories. Il y a des catégories dans lesquelles c'est beaucoup plus élevé et d'autres dans lesquelles ça l'est moins. Et on a vu que c'était plutôt lié au fait que l'infoterie existait ou pas sur les emballages. Donc, c'est aussi comme ça qu'on interprète. En fait, il y a deux interprétations possibles, hein. Soit on a des consommateurs qui ne comprennent pas l'infoterie, ce qui peut totalement arriver, ou des consommateurs pour qui ne la connaissent pas, tout simplement. Et puis, alors juste pour compléter quand même cette réponse aussi, il y a probablement aussi une part des consommateurs qui, puisque dans le cadre de l'infoterie, on donne aussi la consigne de mettre les emballages de certains emballages plastiques dans le bac avec les ordures ménagères. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être lié aussi au fait qu'ils ne perçoivent pas cette mention comme étant un respect de l'environnement, ce qui peut paraître étonnant parce que mettre l'emballage dans le bac avec les ordures ménagères, c'est aussi un geste environnemental. Donc on est plutôt sur une question de connaissance ou de compréhension. On a une question également de Sophie Sanchez qui nous demande si ce type d'étude existe au niveau européen par des autres homologues et où est-ce qu'on peut trouver l'information? Alors, je n'en ai pas connaissance. Pour tout vous dire, on ne sait pas si un jour ça sera possible. On se disait chez Citeo que ce serait intéressant de conduire cette étude-là au niveau européen parce que c'est une question qui est assez récurrente. Et non, je n'ai pas connaissance de cet équivalent. Je vois aussi qu'il y a une question sur la reconduction de l'étude parce qu'évidemment, elle est un petit peu ancienne maintenant. C'est ce qu'on dit. On a une évolution des perceptions environnementales qui est très très importante à l'heure actuelle. Et donc, effectivement, probablement en 2021, on va reconduire cette étude. Je ne sais pas si ça sera à catégorie identique, mais dans tous les cas, on s'est dit que c'était intéressant côté Citeo, évidemment, de ne pas en rester là et de voir comment tout cela évolue. Alors, je ne sais pas si tu as répondu, Catherine, à la notion est-ce que l'infoterie est vouée à disparaître aujourd'hui? Une question auquel En, tu as pu répondre? en tout cas, elle n'est plus obligatoire. Exactement. Donc, effectivement, l'infoterie n'est pas vouée à disparaître. Aujourd'hui, on mène des travaux pour développer en fait un nouvel infoterie qui répondrait à l'extension des consignes de tri. On sera en mesure de présenter à l'ensemble de nos clients début d'année prochaine justement un nouveau support qui permettra justement de changer vos infoteries sur vos emballages. Mais aujourd'hui, effectivement, l'infoterie n'est pas vouée à disparaître. En tout cas, nous, on souhaite le moderniser et qui réponde plutôt aux consignes qui vont être déployées à travers tout le territoire. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu des problèmes d'écran. Est-il envisageable de communiquer directement sur le facing du produit, la recyclabilité du produit, le mettre en avant? Alors en fait, ça fait partie des pistes que l'on regarde pour les nouvelles consignes de tri. C'est dans la loi économie circulaire où il est demandé justement de mettre en avant l'indice de recyclabilité de votre emballage, s'il incorpore de la matière recyclée, etc. Donc tout l'objectif va être justement de travailler à une solution pour illustrer la notion de recyclabilité de vos emballages. Les entreprises qui ont déjà pris le parti de parler de notion de recyclable, 100% recyclable, nous aujourd'hui on essaie de
de minimiser et de faire en sorte que l'entreprise ne s'appuie pas trop sur ces éléments. Ça peut être un peu pris comme du greenwashing par les entreprises. Pour le coup, si vous aviez des projets en ce sens, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse valider ensemble les messages. Oui, bonjour. Laurent Gabandi, je suis dans Bonjour. l'agroalimentaire bio. Une question. Oui. Aujourd'hui, lorsque l'on fabrique un, un emballage qui n'est pas à date aujourd'hui recyclable via le réseau, exemple un Doypack en polypropylène, donc en PP, comment peut-on communiquer sur le fait qu'il va être recyclable courant l'année prochaine, par exemple, quand la mise en place du réseau de recyclage du polypropylène pour être opérationnel? Comment je peux communiquer pour anticiper? Je ne sais pas Là, si j'étais très clair. Si vous pouvez répéter, excusez-moi, j'étais en train de répondre à quelqu'un sur le chat. Si vous pouvez juste répéter la question, ça vous dérange pas. Oui, j'étais en train- je pose la question par rapport à la communication sur un type de matériau comme du film de Doypack en polypropylène qui aujourd'hui n'est pas triable, n'est pas recyclable dans les centres de recyclage des emballages. Comment je peux communiquer pour l'année prochaine lorsque je veux faire un emballage dans un matériau qui aujourd'hui n'est pas encore euh, très en charge ou en tout cas n'est pas dissocié dans le tri. Alors, pour faire, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on est dans une phase de transition et suivant la région dans laquelle vous vous situez, ce film peut intégrer justement le bac jaune. Ce que je disais en fait tout à l'heure par rapport à l'infoterie, la notion de, on va plus parler de recyclabilité, mais plutôt de collecte demain. Voilà, c'est ça. Et effectivement, l'idée d'une nouvelle infoterie, c'est d'indiquer la notion, donc déjà qui sera collectée, et après la notion en fait de la recyclabilité, de savoir s'il est recyclable à X% ou pas. Nous, on est en train de développer justement des filières pour la collecte de ce type de résine plastique. Et maintenant, on regarde justement pour travailler avec les metteurs en marché sur des axes de communication. Mais aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous dire de mettre sur votre film d'Oypack film recyclable. Ça va en compte parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 45% du territoire qui est couvert d'une extension du principe de tri. Donc, il y a la moitié de la population qui ne comprendra pas pourquoi vous Oui. mettez ça. Et sur le polyéthylène, sur le PE, on a plus de couverture. Ah oui, mais c'est encore une fois, il faut effectivement, hein, d'un point de vue technique, on aura plus de couverture. Ce qu'il y a, c'est que le consommateur aujourd'hui, il n'est pas trop alerte là-dessus. Donc lui, il a plutôt la notion de se dire, est-ce que cet emballage, il se recycle? Oui, est-ce qu'il se recycle pas? Donc je le mets pas dans le bac jaune. C'est assez simple. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment de simplifier le geste de tri. Et à partir du moment où on rentre un petit peu dans les schémas techniques, se dire, bah voilà, le PE, oui, le PET, oui, le PP un peu moins, le PS pas du tout, le PVC alors complètement pas. Là, on va faire le consommateur et c'est pas ce que l'on souhaite. Nous, on souhaite massifier le geste de tri et après que l'exercice soit fait en centre de tri, que ce soit dans le centre de tri, qu'il adapte ses schémas industriels pour collecter votre emballage ou le passer en valorisation énergétique s'il ne peut pas le recycler. C'est vraiment de déporter, hein, je dirais un peu plus la responsabilité, qu'elle incombe plutôt au centre de tri et non plus au consommateur. D'accord, merci. Donc, Une autre question? Alors, si vous en avez a posteriori, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter et puis nous enregistrons systématiquement le journal de chat pour ne pas laisser échapper justement des questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans le cadre de cette présentation. Euh, donc voilà, mais si on a encore, je crois, une minute ou deux pour répondre à une dernière question, si vous le souhaitez.
Pas de questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que eh bien, ces enseignements vous ont intéressé, interpellé, ont peut-être confirmé aussi votre propre perception. Voilà, et dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres webinaires. Il y en a un à ce sujet jeudi sur l'emballage dans le domaine du luxe. J'ai donné quelques résultats aujourd'hui, mais ils sont, comme vous pouvez l'imaginer, nettement plus détaillés. Merci beaucoup.